justement, je vous propose de rentrer dans la troisième boîte, qui était celle de l'accompagnement. Donc, accompagnement vers quoi? De ces apprentissages-là et aussi potentiellement des changements, que ce soit à l'échelle individuelle ou plus large, en s'intéressant à 5 sous-aspects. La question de comment est-ce que les tâches sont négociées et distribuées entre les accompagnants, qui va nous envoyer très vite sur la question en fait, de la diversité des visions des accompagnants, de comment accompagner, pour s'intéresser ensuite à la boîte à outils, au couteau suisse de l'accompagnement, puis de redécrire rapidement par quelle activité support ça passe, et de voir que dans ce qui a été observé sur les 3 groupes Transat, il y avait des activités support qui paraissaient particulièrement clés, et aussi des tâches d'accompagnement qui paraissaient particulièrement clés. Donc elles sont un peu chargées, les diapos, là, mais c'était cette idée de dire qu'au début du projet Transat, il y a eu comme les accompagnants étaient nombreux et ne se connaissaient pas nécessairement entre des chercheurs, l'ITAB, Agribiodrome, le syndicat, etc. Il y avait de formalisation par les accompagnants de comment ils allaient se répartir les tâches entre eux. Aussi parce qu'il y avait des questions pratico-pratiques de savoir qui allait toucher quel argent et devait y mettre combien d'heures, etc. Il faut être clair. Et donc il y a eu une répartition théorique qui a été fixée entre d'une part ceux qui allaient s'occuper plutôt de la gestion de la connaissance, donc de produire des nouvelles connaissances via l'expérimentation, comme le FIBEL, le vétérinaire, d'apporter de nouvelles connaissances en allant faire appel soit par exemple à l'ITOI, à d'autres experts, et de valoriser et diffuser les connaissances. Et là, ce sont plutôt, c'est pareil, c'était une tâche qui au départ devait être dédiée à l'ITAB où le syndicat Caprin devait s'en charger aussi. Qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient cette fois-ci dédiés à la question de l'organisation et la facilitation de groupe. Donc, ça a été les 3 pilotes, notamment des groupes, Agribiodrome, le syndicat Caprin. D'autres qui étaient dédiés au suivi et l'analyse de dynamique de groupe, donc c'était en l'occurrence l'INRAE. Et puis, il y avait le maître d'ouvrage du projet. Et en fait, en pratique, finalement, ces rôles, ils étaient quand même un peu plus flous que ça. Et surtout, ils ont beaucoup évolué. Et puis, on a vu donc des cas où c'était un chercheur qui animait, un animateur qui collectait de la donnée, etc. Et ça, pour de multiples raisons. Mais des questions d'économie de moyens. Des fois, c'était compliqué d'être tous les accompagnants en présence à un même événement. Donc, finalement, on se disait, bon, t'y vas et moi, j'y vais pas, par exemple, entre le FIBEL et l'Agribiodrome. Voilà. La question du turnover du personnel, il y a quand même eu pas mal de transitions qui faisaient que, notamment en termes d'animation, d'animateur de groupe, qui fait que des fois, du coup, le temps de retrouver une posture d'animateur, parfois c'est quelqu'un qui est là depuis plus longtemps qui prend la place à un moment, etc. De motivation, de compétences personnelles ou de vision qu'on a de son métier d'accompagnant. Et aussi le fait que c'est encore une fois un apprentissage, donc c'est quelque chose qui s'ajuste au cours du temps, la posture qu'on a par rapport à un autre, voilà. Donc c'est juste pour... Donc, l'idée c'est de dire qu'ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'on a finalement des activités d'accompagnement qui sont distribuées entre différents accompagnants et même parfois aussi avec les agriculteurs ou les éleveurs. Dans ce cas-là, ce n'était pas très très marqué, mais il y a des dynamiques collectives. Et qu'on peut aussi... voilà. Et puis alors, vous allez voir dans cette partie, je vais commencer à évoquer un peu des freins et des leviers aussi justement aux apprentissages. Et donc, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des freins d'apprentissage qui sont liés à l'ampleur des tâches qui sont inadéquats face à l'ampleur de la tâche ou qui sont pas bien proportionnés par rapport à la répartition des tâches entre les acteurs. Donc, quand les tâches sont trop fragmentées ou hermétiques, on a typiquement le cas avec le suivi d'évaluation qui, en gros, m'a été délégué, il n'y a probablement pas beaucoup d'apprentissage mutuel. Alors que moi, j'ai des cas de projets où, en fait, on fait plutôt du suivi d'évaluation beaucoup plus participatif, où, en fait, il y a des apprentissages aussi sur pourquoi évaluer, l'intérêt que ça a, et la récupération de projet, il y en a eu beaucoup, même s'il y a eu cette tentative au départ, en fait, et encore une fois, pour des questions beaucoup pragmatiques, c'est-à-dire très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les moyens suffisants pour pouvoir faire du participatif et être nombreux sur cette tâche-là. Donc, finalement, elle a eu tendance à se refragmenter, et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que c'est des questions de moyens ou c'est des questions de volonté ? C'est un peu les deux, je pense. Mais enfin, moi, dans le projet Transat, est quand même très vite ressorti, moi-même, je l'ai vécu, et les animateurs aussi, j'ai 4 jours aujourd'hui, je les mets où en priorité ? Et finalement, voilà, il y a eu un arbitrage qui a été fait, qui est celui qui a été fait. C'est aussi, je reviens à la question des moyens, c'est vrai que je n'ai pas mis le tableau là, mais je l'avais demandé à Charlène le tableau, si l'expérimentation a été si présente dans ce groupe-là, le plus présente, c'est aussi parce qu'il y avait plus de moyens qui ont été mis dessus. S'il y avait eu plus de moyens qui avaient été mis sur le suivi d'évaluation ou sur des débats réflexifs de vision, etc., il y aurait eu plus de ça. Enfin, voilà, c'est assez logique.
Donc aussi, ce qui peut être un frein aussi, c'est qu'en final, c'est identifié, ou les rôles pas assez explicites et qu'on ne se sent pas forcément à la place, ou alors on négocie, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je ne suis pas, et ça peut faire des pertes de temps, ça peut faire des manques de confiance. Il peut y avoir aussi des risques qui est assez fréquent, du cas d'un chercheur qui intervient en tant qu'expert ou en tant qu'animateur. Si jamais il fait les deux, en fait, ça va être compliqué parce qu'en termes d'animateur, il ne va pas réussir à aller chercher une parole, justement un débat sur la valeur des savoirs. Ça ne va pas être possible puisqu'il en emporte lui-même une. Donc voilà typiquement un cas où selon qui on invite et le rôle qu'on lui donne, ça n'aura pas le même effet derrière en termes d'apprentissage ou de ce qu'on va récupérer. On n'aura pas par exemple la confrontation de points de vue. Et donc l'ampleur, j'en ai parlé, les moyens insuffisants ou l'ampleur des tâches ou la répartition des tâches. Après, il faut être bien clair que c'est aussi c'est clairement des tensions qui sont liées à cette logique d'évaluation des projets par les résultats en fait. En tout cas, on est obligé. Alors, c'est encore mettre l'accent là-dessus plutôt que sur d'autres choses. Donc voilà pour ce qui est de la négociation et des tâches d'accompagnement. Il y avait, mais très vite, je vous ai dit, parmi les explications en fait de qui fait quoi, en fait aussi, c'est parce que c'est quand même aussi beaucoup lié à la vision que les accompagnants ont eux-mêmes en termes de finalité. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire avec leur accompagnement? Qu'est-ce qui, pour eux, leur semblait être les leviers les plus puissants de changement, en fait? Sur quoi ils allaient mettre l'accent? Et la stratégie d'accompagnement qu'ils déployaient, en fait, vis-à-vis de ça. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Et là, on peut voir qu'on a des points communs entre tous les accompagnants, puis on a des divergences entre les accompagnants. Donc, sur les points communs, c'est que tous visaient, finalement, à favoriser l'échange et la production de connaissances. On l'a dit, c'est l'enjeu premier du groupe. On voyait aussi qu'en termes de perception des leviers, de ce qui était important d'arriver à faire, tout le monde avait une conception du fait que chacun avait un cheminement propre et qu'il fallait accompagner chacun individuellement, mais de manière collective, que l'échange entre pairs était un élément vraiment moteur sur lequel on pouvait s'appuyer, et que l'autre dimension sur laquelle il fallait s'appuyer, c'était la dimension systémique des changements. Et donc pour ça, les stratégies qui ont été mises en place par quasiment tous les accompagnants, c'était cette idée d'avoir un accompagnement en partie individualisé, d'être dans des relations le plus horizontales possible, et d'être dans une façon de concevoir son métier qui n'était pas de conseiller, mais vraiment d'accompagner à des changements individuels. Et par contre, on voit qu'on avait quelques divergences. Alors j'entends par divergence, alors c'est peut-être aussi un biais d'analyse, encore une fois, et ça va être compliqué de le savoir ici, mais c'est-à-dire qu'il y a des éléments sur lesquels certains ont insisté dans les entretiens, et d'autres ne les ont pas cités. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'y pensent pas, mais en tout cas, ça n'était pas visible dans l'entretien, mais ça permet peut-être de mettre en évidence certaines un peu différences. Et notamment sur les finalités, il y a certains des accompagnants qui, au-delà d'échanger et produire de la connaissance, visent quand même à produire de la connaissance qui soit scientifique, qui ait de la rigueur scientifique. Ce n'est pas le cas de tous les accompagnants. Ça paraît logique, un chercheur, c'est ce qu'il va chercher, alors que les autres accompagnants, pas forcément. Inversement, il y a d'autres accompagnants qui se définissent d'abord par le fait de répondre aux besoins des agriculteurs, quel que soit celui-là. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui vont insister davantage sur le fait que ce qui est important, c'est justement l'autonomisation des agriculteurs et leurs apprentissages. Et d'autres sur le fait que ce qui est important, c'est d'arriver à leur faire changer de pratique. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même finalité derrière. Et que du coup, ça va sûrement jouer un peu dans la stratégie, comment on se positionne, etc. Dans les perceptions des leviers, il y a certains qui ont insisté sur les vertus du collectif, et inversement, d'autres qui ont relativisé les vertus du collectif. Il y en a aussi notamment des savoirs empiriques par rapport à ceux scientifiques, et l'importance de les valoriser ou pas, et d'autres non. Et puis, aussi sur d'autres facteurs, il y a d'autres facteurs qui sont accompagnants qui insistent beaucoup sur le fait qu'il faut d'abord miser sur la prise de conscience initiale, d'autres sur le fait qu'on oublie trop souvent le critère économique qui doit être en premier, d'autres qui insistent sur le fait que ce qui fonctionne, c'est davantage la démarche et ses erreurs. Voilà, vous voyez un peu des leviers différents qui sont mis en avant par les accompagnants. Et ça peut arriver à des stratégies d'accompagnement un petit peu différentes. Il y en a qui mettent beaucoup l'accent, qui en tout cas disent qu'il faut surtout mettre l'accent sur l'accès et la circulation des connaissances, d'autres sur la mise en relation entre les acteurs, d'autres sur l'idée qu'il faut avant tout proposer une diversité d'outils et de formats d'animation pour s'adresser à tout le monde, d'autres sur l'idée qu'on est sur cheminer ensemble. C'est pas contradictoire ce que je dis, c'est juste, vous voyez,
ce sur quoi certains animateurs insistent plus que d'autres. Et donc là, on peut se dire que finalement, d'avoir ces discussions entre animateurs sur ça peut permettre peut-être être un levier plus fort d'apprentissage et de transformation à partir du moment où on a conscience de ces différences-là et des différentes manières de faire. Voilà, là j'ai mis quelques citations. Je ne cherche pas à faire groupe, je cherche à ce que les personnes trouvent des réponses à un intérêt commun. Voilà, il y a différentes... Donc je ne sais pas sur ces diversités si ça vous parle à peu près... Tu peux revenir sur la transition? Ouais. Il me semble qu'il y a une différence, du coup on occulte peut-être une dimension politique des structures qui sont à l'origine de l'animation. Les statuts même. Et on en avait discuté un peu, je me souviens d'une discussion avec Aurélie au tout début sur le fait que la vocation du syndicat Caprin, c'est pas de faire évoluer ses adhérents vers l'agroécologie à tout prix, entre guillemets. C'est les accompagner dans leurs problématiques, comme c'est le cas, c'est ce que font chacun des animateurs. Mais en tout cas, l'image et l'objet social de la structure n'est pas ce cheminement. Alors que, à juste titre ou pas, quand on est animé par Agribiodrome, on sait qu'on est avec une structure dont la vocation politique, c'est l'agriculture biologique. Et alors là, ça apparaît pas forcément, mais quoique sur les questions de faire groupe ou pas, les CUMA, finalement, ont dans leur ADN la notion du groupe que n'ont pas les autres structures. Donc ça, finalement, c'est un implicite, ça ressort pas, et je m'attendais à avoir vraiment une espèce de fracture entre ce qui ressortait du groupe syndicat Caprin et des groupes Agribiodrome. Ouais, en fait, je ne l'ai pas fait parce que mon idée là, c'était plus dans le terme de processus de se dire, de faire prendre conscience qu'il y a des divergences et que si on n'en parle pas, ça peut peut-être être un frein. Mais bien sûr, le fait, évidemment, quand on a une structure de recherche, on ne va pas avoir la même ambition que quand on est un accompagnant. Et effectivement, selon les types d'accompagnement, bien sûr, c'est lié. Mais par contre, inversement, il faut relativiser, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une structure Agribiodrome qu'on va forcément chercher le changement de pratique. Parce que, encore une fois, on a une interprétation aussi. Pour ça, je revenais à la question des motivations et des personnels aussi. C'est qu'on a aussi une interprétation, même dans la structure dans laquelle on est, même si, bien sûr, il y a un fond commun qu'on retrouve chez tous les animateurs Agribiodrome. Mais il y a aussi quelques divergences. Là, l'échantillon, je ne l'ai pas fait non plus parce que l'échantillon est trop petit, de toute façon, aussi pour savoir s'il y a une diversité interne dans les structures. Mais oui, je suis tout à fait, bien sûr, c'est important de dire que ces visions-là, elles ne sont pas que liées aux personnes, hein, évidemment. Elles sont complètement liées aux structures. Après, je n'ai pas fait d'analyse plus poussée que mon propos là était vraiment plus de dire, bon, il y a des visions divergentes, ça a des effets sur l'impact, ça vaut le coup d'en avoir conscience. Et là, je vais arriver à au fameux couteau suisse, en disant qu'on peut on peut imager du coup finalement la boîte à outils nécessaire de l'accompagnement. Alors encore une fois, j'écris l'accompagnement et pas de l'accompagnant, parce que vous aurez compris qu'un super accompagnant qui fait tout, mais il y a un ensemble d'accompagnants qui est dans un collectif. Mais par contre, pour autant, ils ont besoin d'un certain nombre de boîtes à outils, donc le fameux couteau suisse dont parlait Samuel. Alors là, moi, je me suis plutôt inspirée des travaux initiaux de Christophe Harry, qui avait fait sa thèse et qui avait identifié 2 outils qu'elle avait appelés la bibliothèque et la lanterne, et que moi, j'ai retraduit un petit peu différemment en ajoutant 2 autres pour arriver à une boîte à outils complète. Donc une boîte à ressources et outils, une boussole, un miroir et un hub. Alors vous allez voir ce que j'entends par là. Donc les outils qui sont mobilisés, tout d'abord, et Samuel en a parlé déjà là, c'est la question de la boîte à ressources, ce que Christophe Harry appelait la bibliothèque, c'est-à-dire être capable de mettre à disposition aux agriculteurs et éleveurs un ensemble de ressources dans lequel chacun peut puiser selon ses besoins. Mais aussi d'organiser les temps et les espaces, déployer des techniques pour favoriser l'envie d'aller chercher dans la boîte à outils, la capacité à se servir des outils qui sont en présence. Et donc, c'est pas que des outils, c'est des ressources, et c'est des ressources du type des supports de connaissances, formation, guide, du matériel technique, des graines, des semences de couverts végétaux, des plantes pour préparer les huiles essentielles, etc. C'est aussi du soutien logistique, d'organiser des temps et des réunions, du soutien technique, faciliter des discussions, mettre à disposition des méthodes d'évaluation de couverts pour faire sa propre expérimentation, etc. Et aussi, c'est mettre éventuellement du financement et du temps de travail. Donc ça, c'est un outil qui a été évidemment beaucoup mobilisé et qui a toujours, par les accompagnants dans le cadre de ce projet, et notamment par les animateurs
le syndicat Caprin, Agribiodrome et aussi la CCVD, le maître d'ouvrage. Dans la boîte à outils des accompagnants, il y a aussi une boussole, au sens... alors, Christophe Harry, elle parle de lanterne, et c'est vraiment lié à la question du sens. Cette idée d'arriver à entretenir en fait la volonté de changer ou d'évoluer, pas forcément de changer de pratique, mais de rentrer dans un processus d'apprentissage, etc., donc d'aller puiser dans la boîte à ressources, de construire le sens et notamment d'être en capacité, puisque vous vous rappelez, on a dit que l'accompagnement, c'était une question d'accompagnement des individus, mais dans une dynamique collective. Ça veut dire qu'il faut être capable, en fait, d'articuler les projets de transformation de chaque individu avec le cadre commun collectif d'action. Et que les deux, et celui-là ait suffisamment de sens pour donner du sens aussi au projet individuel, et inversement. Donc on est bien dans une question de garantir, en fait, une cohérence à différentes échelles, donc entre les individus, le collectif, voire l'échelle au-delà, puisque là, dans le cadre du Transat, il faut aussi une cohérence à l'échelle du territoire, en tout cas du maître d'ouvrage qui porte le projet du territoire. Et donc, c'est aussi cette question de faire dialoguer finalement des concepts et des pratiques, à la fois d'avoir une légitimité, surtout quand on est dans des phénomènes comme ça d'expérience, d'arriver à articuler la question de la légitimité scientifique et de la pertinence sociale. Et puis, on peut encore voir derrière cette boussole autre chose qui est nécessaire à toute innovation, c'est d'un côté de penser l'impensable, mais aussi de confronter au réel en permanence. Donc ça, c'est aussi un outil qui a été mobilisé par tous les accompagnants, avec peut-être plus ou moins d'intensité. Et là, je vous ai mis quelques références, quelques exemples. Voilà, on entend souvent parler de cohérence, du fait que les éleveurs doivent s'y retrouver, de trouver les créneaux, la forme satisfaisante, de partir des pratiques et des expériences d'éleveurs. Cette idée que quand on crée quelque chose, il faut que ça serve au groupe ou pas. Et puis voilà, là on retrouve la question de confrontation réelle, de se dire il faut quand même ne jamais oublier la question économique, etc. Et puis il y a deux autres outils qui me semble moi qu'on pouvait rajouter dans cette boîte à outils de l'accompagnement. Des différentes expériences et expérimentations qu'on mène, des échecs et des succès, à la fois au niveau individuel, voire de groupe. Et on sait que c'est particulièrement difficile, que ce n'est pas une tâche évidente pour personne, ni pour les accompagnants par exemple, ni pour les agriculteurs, parce qu'on a souvent autre chose à faire, on n'a pas les moyens pour, on n'est pas équipé en outils non plus forcément pour le faire, c'est pas affiché comme une finalité pour personne, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent fait. Alors ça a été fait dans le projet parce que, alors déjà des fois il y a des obligations de projet, de tenir un certain nombre de tenues, un certain nombre de fiches, etc. C'est fait aussi souvent, les groupes, vous avez souvent l'habitude de le faire pour les formations, à minima, parfois même pour les réunions collectives, où on fait une fiche d'évaluation à la fin, pour savoir comment s'est passé l'événement, etc. Et puis dans ce projet, on l'a fait aussi finalement un peu aussi parce que j'étais en partie là et que je vous ai un peu forcé à le faire en termes de suivi des activités, de questionnaires de début, de questionnaires de fin. Voilà, finalement les trajectoires que j'ai reconstituées, c'était une manière de garder trace que vous faites, que les accompagnants font globalement plus ou moins bien. Mais il me semble qu'il est beaucoup plus rarement fait du côté des agriculteurs. Samuel, tu me diras peut-être que je te dis une bêtise. En tout cas, toi, tu as provoqué ça dans le projet aussi, d'aller chercher cette mémoire par l'enquête, qu'est-ce qui s'est fait à un moment, et puis ensuite, 2 ans après, qu'est-ce qui se fait, etc. Les agriculteurs ne le font pas forcément par eux-mêmes. Donc, je l'ai dit, c'est un outil qui a été moins mobilisé. C'est vrai que les tâches aussi étaient fragmentées là-dessus. Aussi le fait que, par exemple, que la valorisation du projet, elle était prévue pour être un peu faite par d'autres. Bon, finalement, ça ne s'est même pas fait. Au départ, l'ITAB devait valoriser les résultats d'eux. Et la difficulté des agriculteurs à capitaliser. Et puis, je vous ai dit aussi, c'est aussi une tâche qui est difficile parce qu'on ne voit pas forcément pourquoi le faire. On ne partage pas forcément l'intérêt de le faire. Il y a peu de moyens, peu de méthodes. Voilà. Et aussi, alors je ne sais pas trop si c'est qui peut parfois ne pas être encouragé par certains, parce que c'est un caractère subversif. Et puis, il me semble qu'il y a un quatrième outil qu'on pourrait rajouter, et que j'ai appelé un hub. Si vous avez une image plus pertinente, dites-moi, mais parce que c'est cette idée vraiment de la mise en lien, en fait. Donc déjà, de la mise en lien entre les participants. Et c'est quelque chose, si jamais on a une logique, une envie de dynamique de groupe, c'est quelque chose de très important. Et donc c'est cette idée de multiplier les temps de présence, de convivialité, mais aussi peut-être des fois de célébrer des avancées, etc., pour créer une dynamique de groupe.
Ça peut être aussi de jouer la carte territoriale, notamment, donc de l'ancrage au territoire, en s'appuyant sur les ressources qu'on trouve sur le territoire et les potentialités du territoire. Donc à la fois en termes des expériences qui ont déjà été vécues par d'autres, des savoirs empiriques qui existent, mais aussi des ressources spécifiques. Par exemple, voilà, on va le dire, il y a des agriculteurs qui cultivent des semences donc on peut peut-être s'en servir pour faire des couverts végétaux chez d'autres, etc. Et puis s'appuyer sur les dynamiques du territoire pour produire ces connaissances situées. Mais c'est aussi mettre en lien le groupe et l'extérieur pour se dégager des marges de manœuvre et étendre son influence. Donc ça peut être soit par des mises en réseau d'alternatives, donc c'est le cas par exemple autour de l'aromathérapie Caprine, qui font un réseau au niveau national, ou ça peut être, mais c'est aussi localement la coopération avec des acteurs institutionnels et politiques, non seulement pour avoir accès à des soutiens, mais aussi pour pouvoir peser sur les décisions et les décisions qui sont prises sur ces territoires. Donc voilà, donc ça c'est aussi un outil qui a été mobilisé plus ou moins fortement, et souvent à l'initiative des animateurs, et évidemment plus on a une ancienneté forte, plus en général on sait jouer et on a joué de cette partie-là. Mais je ne vais pas le détailler, qui détaille en fait concrètement comment ça s'est traduit, la mobilisation de ces 4 outils dans les groupes. Voilà, on retrouve le lien Frama entre les cochonniers, on retrouve tous les outils de communication mis en place par Syndicat Caprin. Bon, pareil, vous regarderez, vous compléterez, vous regarderez si je n'ai pas écrit de bêtises, s'il y a des choses importantes qui ont été oubliées. Mais voilà, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Je vais finir et puis après on en parle peut-être. Donc ces outils, ils sont une façon de faire, quoi. Et pour parler au plus de personnes possible, donc en jouant à la fois sur le fait qu'on est sur une ferme et qu'on fait faire dialoguer des expériences singulières avec des montées en généralité, parce qu'on fait aussi venir un expert ou un expert ou un prescripteur qui peut apporter de la connaissance spécifique, qu'on joue aussi sur l'échange entre éleveurs, sur des questions plus larges qui peuvent dépasser le seul sujet sur lequel on est, avec des temps formels et informels, etc. Voilà. C'est souvent ce que vous faites. Donc en jouant justement, je viens de le dire, sur la complémentarité entre apprentissage individuel et collectif. Quelque chose qui a souvent été cité aussi, c'est cette question de technique du premier pas. On en avait parlé, cette question de, finalement, quand on entre par un problème technique, c'est souvent la porte d'entrée, mais ça ne veut pas dire qu'on s'y restreint, c'est souvent un premier pas pour aller vers quelque chose de plus large, qui peut être de la reconception de système dans un premier temps. Voilà, on a vu sur le porcin, par exemple, on rentre sur la phyto, puis on arrive sur la santé animale en général, et puis peut-être ensuite, on arrive même à discuter des formes d'autonomisation de la filière, etc., donc sur des aspects même plus politiques ou critiques. Et puis cette idée que surtout qui était très présent aussi, que Grégoire portait beaucoup en lien avec son implication dans le programme Eau et Bio, d'avoir vraiment un accompagnement différencié. On va chercher la personne là où elle est, donc en termes d'outils, de la façon dont on s'adresse à elle. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est cette idée un peu d'activité alibi. Donc cette idée, donc des activités qui a priori servent à quelque chose, mais finalement en fait on les mobilise surtout pour faire autre chose. Donc c'est le cas par exemple de ce qu'on appelle les travaux pratiques, comme les analyses écologie. Finalement c'est pas tant pour savoir faire le geste technique, parce que d'autres le feront. On pourra analyser ce qu'il y a pour savoir reconnaître les parasites, parce que ça finalement c'est un geste technique que d'autres peuvent faire, mais c'est vraiment pour sensibiliser à la question, pour créer une dynamique, pour faire circuler de l'information, pour comprendre aussi le rôle de l'autre, ce qu'est un chercheur, etc. Donc voilà, donc là j'ai mis deux exemples de phrases qui citent en fait ce que les accompagnants voient derrière les analyses coprologiques. Et puis on peut dire pareil, d'une certaine manière, de certaines activités d'expérimentation. Certaines activités que mène le FIBEL, finalement, c'est à créer des réseaux et de voir comment on peut faire de la recherche autrement. Et on peut le dire du côté des éleveurs ou des agriculteurs qui, en fait, sont aussi là, participent à ça, pas tant pour savoir ce qui se passe, mais plutôt pour accéder à des conseils d'experts auxquels ils n'auraient pas accès par la suite, voire même à des ressources matérielles, comme des plantes ou d'accès à des semences qu'ils n'auraient pas par ailleurs. Voilà, et puis enfin, il y a des tâches d'accompagnement qui sont quand même apparues assez clés, assez importantes. Je l'ai dit, c'est la présence finalement, mine de rien,
malgré cette toujours besoin d'échanges plus verticaux, avec la présence de conseils ou d'expertise, voire de prescripteurs, et qui sont souvent en complément en fait, avec le fait qu'on puisse aussi avoir des savoirs coproduits, et souvent pour rassurer. Une tâche clé aussi, ça reste quand même la question de la facilitation, et notamment ce que je disais, pour être garant de la cohérence des différents projets de chacun et la construction de sens, pour la création de confiance, et aussi éventuellement pour la gestion des asymétries de pouvoir qu'il pourrait y avoir, notamment par exemple entre savoir expert et savoir empirique. Il me semble qu'il y a un rôle important aussi qui reste celui de l'ingénierie, puisqu'on a vu que dans Transat, c'était quand même la question des moyens restait quand même toujours cruciale, le temps de travail qu'on a à y passer ou des moyens qu'on a pour faire les choses. Et notamment, c'est une question qui se pose beaucoup dans la durée. Donc on voit que, voilà. Et donc c'est une tâche en soi, de garantir qu'on a des ressources et des moyens dans la durée. Il y a aussi des tâches importantes autour de la gestion de la connaissance, notamment autour, je l'ai dit aussi, de cette question de formaliser, de capitaliser, et notamment par exemple scientifique ou empirique. Voilà. Et puis aussi autour de la réflexivité, c'est plutôt cette question de qui c'est qui est en charge de garder la trace de ce qui est fait, des échecs, des réussites, qui c'est qui est en charge de vérifier qu'on prend du recul régulièrement pour vérifier la cohérence ou adapter son projet. Et un texte qui est comme la transition agroécologique, qui est marqué par les incertitudes et l'incomplétude de connaissances, et pour autant dirigé vers l'action. Et donc ça mériterait sûrement des outils et des moyens dédiés. Et puis voilà, en conclusion, dire que ces activités, en fait, elles peuvent être remplies par un ou plusieurs accompagnants, mais l'important, c'est que, et puis peut-être qu'il faut un qui garantisse qu'elles soient toutes prises en charge. En fait, au final, quand elles sont distribuées entre différents temps, qu'il y ait une explicitation, une négociation de ces rôles et une répartition des moyens en fonction des tâches. Alors voilà, je vous ai fait un super schéma de synthèse du super accompagnant avec plusieurs têtes, plusieurs bras, plusieurs jambes, une boussole, un hub, un miroir, une boîte à outils et une encre. Ouais, je crois que voilà, donc j'ai pas fini la partie sur l'accompagnement. Je ne sais pas si ça vous parle, s'il y a des choses importantes, s'il y a des choses plutôt importantes qui auraient été oubliées ou qui vous paraissent. C'est marqué quoi, faire construire ? Je voulais juste rajouter une dimension ou un facteur supplémentaire là-dedans qui va beaucoup jouer sur ce rôle d'accompagnement qui est multiple, c'est l'expérience de l'accompagnant. Oui. C'est vrai. Qui va évidemment jouer sur pas mal de points, que ce soit la mise en lien avec la connaissance des acteurs, que ce soit l'apport de connaissances techniques, voilà, et après même sur les méthodes d'animation, d'entretien du collectif, on voit que l'expérience du terrain permet quand même d'être beaucoup plus performant sur ces questions. Donc ça veut dire une double expérience à la fois d'accompagnement et du terrain, c'est ça que tu es en train de dire. Enfin, de connaissance du territoire, c'est ce que j'entends. Oui. C'est même technique, méthodologique et après connaissance du territoire. Question sur... J'avais l'impression que tu avais posé comme préalable que le métier... Alors, tu as dit dès le départ accompagnateur ou accompagnant. J'ai presque l'impression qu'on appelle ça quelque chose de descendant. Mais... d'accompagner là où les gens voulaient aller. Et du coup, quand tu déroules là, la partie sur les accompagnements, je me demande, est-ce que c'était un préalable, c'était déjà constaté, c'était une évidence, ou est-ce que c'est venu dans les entretiens avec les accompagnants ? Oh, mais ça vient très vite quand même. Enfin, le simple fait de faire des groupes de coproduction de connaissances, c'est qu'on part comme préalable, qu'on n'est plus conseiller, mais qu'on est accompagnateur de quelque chose. Donc c'est un préalable posé, je pense, pour faire ce type de... Après, je réinsiste, j'ai mis accompagnant, c'est pas évident, évidemment, bien sûr, la figure qu'on voit la première derrière, c'est l'animateur, mais en fait, c'est pas le cas, parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui font, en fait, ces dispositifs de coproduction de connaissances, il y a quand même très souvent, dans tous ceux qui existent, il y a très souvent une part très significative de chercheurs dedans. Et des chercheurs, d'ailleurs, ça mériterait une analyse en soi, et il y a beaucoup de littérature là-dessus, parce que c'est des chercheurs qui ont des postures très différentes. Selon s'ils sont, parfois ils sont complètement animateurs, parfois ils sont en recul, parfois ils se dissocient en disant certains sont animateurs, d'autres sont... Voilà. Donc c'était pour réélargir. Et puis on peut se poser la question de la place, pareil, qui mériterait une étude en soi, mais la place du prescripteur, par exemple, là-dedans, qui est aussi... Enfin, bon, c'est un prescripteur peut-être particulier, Michel Bouis, mais ça pose vraiment la question. Il a une position aussi très intermédiaire, en fait.
avec une réflexion très forte sur lui-même, sa propre posture et son propre accompagnement. Donc, Moi, j'aurais bien ajouté ça, c'est le questionnement sur la posture de l'accompagnant, j'ai l'impression que c'est un questionnement qui est permanent pour savoir jusqu'où on tire un groupe, à partir de quel moment on identifie que finalement la dynamique elle n'y est pas, à partir de quel moment on pense qu'il faut quand même pousser un petit peu, et puis comment on se positionne pour que le projet reste le projet du groupe. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça doit être aussi. Bah, c'est un peu ce qui est dans le miroir, mais il y a beaucoup de choses dans le miroir. C'est-à-dire qu'en fait, ces tâches réflexives, c'est ça qui... Ces tâches réflexives, l'accompagnant est là pour susciter la réflexivité du groupe, mais il est souvent lui-même dans une enquête permanente réflexive, enfin voilà, il est lui-même dans une enquête sur sa façon d'accompagner. Ouais. Oui, je voulais ajouter en fait de prendre aussi en compte l'historique du groupe. Ouais. Et de voir qu'un groupe fonctionne, mais il a une vie et une fin en fait. Et c'est moi qui a terminé on va dire des actions au début du Transat avec un groupe qui existait, qui était formé. Et un nouveau groupe s'est formé, il y a un cycle en fait. Et c'est intéressant d'en tenir compte, quoi. Et oui. C'est la réflexion que aussi, en fait, on a l'impression que l'accompagnant c'est comme un parent, quoi. Moi, j'ai vraiment ce parallèle-là. Peut-être parce que j'ai 2 ados à la maison, j'en sais rien. Mais c'est vraiment ce que les éleveurs, il s'est essoufflé par rapport au groupe qu'on avait il y a 10 ans. Et en même temps, il y a un autre parallèle qui se fait, parce que le travail qu'on a mené avec les chèvres, il est en train de se poursuivre avec les cochons. Ouais. Parce qu'il est vraiment là le parallèle entre ce qu'on a fait en caprin et ce qui se fait en porcin. Et je trouve que c'est intéressant. J'ai bien envie qu'on se retrouve dans 10 ans pour qu'on en reparle, pour voir un peu ce que ça aura donné. Parce qu'on a terminé avec, parce qu'il y a une histoire de turnover des accompagnants, il y a aussi un turnover des éleveurs, en ce qui nous concerne. Et moi, je ne suis pas persuadée que ce soit complètement terminé, en fait. Je pense qu'il va falloir encore réinventer pour pouvoir poursuivre une réflexion et avec des nouveaux acteurs. Ouais. Donc, voilà. Mais encore, il y a autre chose aussi qui m'a semblé manquer, c'est qu'on a notre vision du territoire. Mais il y a encore, il faudra avoir une vision encore plus globale, parce que je pense qu'on est aussi regardé au moins par une bonne partie des éleveurs de chèvres en France, pour les travaux qu'on mène. Et du coup, cet aspect-là, il est un peu présent, mais pas complètement, quoi. C'est marrant, parce qu'on est vachement focalisé sur nos petits trucs. Alors moi c'est un biais de l'analyse qui s'adresse finalement à un projet porté par une collectivité territoriale. Mais je suis tout à fait d'accord, dans la mise en lien, et j'entends dans le schéma le lien en extraction spatiale et historique aussi. Cette idée qu'en fait on ne part pas de nulle part et en fait les choses ont une fin ou ont des cycles, quoi. J'entends très bien cette... Mais juste pour revenir hors détail, parce qu'il me semblait avoir entendu dans le cadre du syndicat Caprin que tu disais, Aurélie, que vous alliez peut-être relancer des formations parce qu'il y a toujours un besoin en fait de nouvelles personnes, comme c'était fait il y a 10 ans, quoi. Enfin, que ça finalement ça revenait, quoi, les envies ou les non. Enfin. Ça va être un cycle comme pour les parasites. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que sur l'idée de cycle et de... En fait, il faut qu'on apprenne de ça, et moi, le Transat m'a permis ça, c'est de voir qu'il y a ce cycle-là, et d'utiliser tous les outils pour recréer un groupe à chaque fois, en fait. Et oui, le groupe a une fin, mais a toujours des attentes. En fait, là, on a vu ce matin vraiment la dynamique collective, et voilà. Mais après, souvent, les éleveurs étaient en attente aussi d'un accompagnement futur chez eux, en fait. Comment maintenant je fais tout seul à la maison, et si j'ai besoin de conseils, est-ce que je peux être accompagnée?
Et en fait, il manque de personnes, en tout cas sur la phytoaroma, il manque de vétérinaires formés en fait, pour continuer à aider les éleveurs à les accompagner jusqu'au bout pour qu'il y ait vraiment un changement de pratique sur le terrain. Et là, d'ailleurs, à ce sujet-là, j'étais étonnée parce que j'ai un tout petit peu posé la question à Michel Louis pour savoir justement dans quelle mesure ces pratiques à lui, en fait, diffusaient. Et en fait, il disait qu'il fait un certain nombre de formations, c'est diffusé à l'extérieur, mais très peu localement. Il n'a pas très peu de prise sur, et d'échanges finalement avec des vétérinaires. Et il disait qu'il n'avait pas vu tant que ça qui changeait de pratique. Alors, c'était son avis. Mais je trouvais ça assez étonnant. Je suis un des plus anciens, entre autres sur le projet du syndicat Caprin. Et en fait, au début, l'idée, c'était quand même de créer des choses par rapport à ces changements. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant ces années, où en fait, les groupes, ils ont servi à ça, à construire des apprentissages, des changements. Et là, maintenant, on est dans une phase où on a construit des choses, on les a un peu consolidées, et maintenant, on bascule sur autre chose. Et tout à l'heure, ça a été dit, on va arriver sur du conseil, en fait. Et on change complètement de modèle, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la construction de changements, mais dans la construction d'un conseil. Et après, ça va être du conseil, comme on peut faire du conseil dans d'autres domaines, mais on n'est plus dans cette phase de changement sur notre territoire, en fait. Parce qu'il y a eu ces collectifs qui ont construit ces changements et qui ont fait le chemin, en fait, vers ces changements. Et là, on arrive au bout, parce qu'ils ont expérimenté ce qu'ils avaient expérimenté pour faire le chemin qu'ils avaient à faire. Là, maintenant, on est au bout. C'est pour ça qu'ils sont en demande de construction de conseils, de choses comme ça. Et après, sur d'autres territoires, bien sûr, il y a les deux phases qui se font en même temps, où il y a ce besoin de conseils, parce qu'ils voient l'exemple qu'on a produit, entre autres sur notre site internet, sur les forums, les choses de ce genre. Alors, ils voient que des choses sont faites, sont établies, donc ils veulent s'approprier ces changements-là, et en même temps, ils veulent être conseillés sur ces changements. Donc, on est sur un modèle qui a changé, mais voilà, ce conseil n'est pas forcément construit. En plus de ça, c'est quelque chose qui est super fragile, parce qu'on est sur du vétérinaire, sur du médicament. La loi ne va pas aussi vite qu'on l'a évoqué un peu, mais voilà, ça a permis aussi de faire bouger un peu des choses, mais c'est en cours. Et du coup, on n'est pas très à l'aise là-dessus, parce que construire du conseil sur des choses qui ne sont pas fiabilisées et validées et vraiment dans la loi, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que là, en même temps, on est à un tournant, parce qu'on est vraiment sur un changement de pratique et de modèle, mais en même temps, on est coincé parce qu'on ne peut pas le faire savoir de manière officielle et en construisant des outils qui soient adaptés à la loi, parce qu'on est un peu dans la loi. Voilà. Donc c'est super compliqué, mais on passe vraiment de l'accompagnement là, de changement et d'apprentissage à vraiment du conseil, donc de la diffusion, de la divulgation et des choses. Et est-ce que c'est du conseil qui porte sur quoi? Vraiment sur la dimension plante agronomique ou aussi sur la façon justement d'aller vers le changement? Eh bien, il y a les deux en fait. Il y a tout. Les deux, parce qu'en fait, ce changement de modèle, en fait, il change carrément le système, en fait, parce qu'on va gagner en autonomie, en fait, sur nos pratiques. Donc, il y a vraiment l'apprentissage de ce changement et puis de la façon dont on construit et on adapte nos pratiques, en fait. Puisque ce n'est pas forcément un intervenant extérieur qui va venir faire le changement au quotidien. Et du coup, vous êtes au syndicat, vous êtes en train de vous équiper pour ça? Enfin, comment est-ce que vous amorcez ce changement? Moi, je suis en train de lâcher le syndicat un peu, mais non, le problème, c'est qu'on est coincé par la loi, entre autres. C'est ça. Okay. On le voit à travers les formations, c'est un exemple tout bête. Il y a des formations qui essayent de se mettre en place sur la phytoaroma, sauf qu'on se fait taper sur les doigts régulièrement parce qu'on ne doit pas faire des recettes à d'autres, à part un vétérinaire, on n'a pas le droit de le faire, ou un pharmacien, et on s'est fait retoquer au niveau national par l'IVA par rapport à ça. Et en fait, c'est le nœud du problème, il est là, c'est qu'on est pour l'instant dans une impasse. Les agriculteurs sont prêts à changer et à le faire savoir et à le dupliquer ailleurs, mais la loi n'est pas là et on sent qu'il y a des freins, mais pas à notre niveau, quoi. Ouais. Ça va être le fait qu'il y ait peu de vétérinaires qui soient formés là-dessus, mais c'est que aussi on a de moins en moins de vétérinaires au niveau du monde rural. Et ça marche aussi avec le fait qu'on s'est, je ne sais pas si ça se dit, on s'est autonomisé. Ouais. Du coup, c'est vrai que le groupe s'essouffle, entre guillemets, parce que on a grandi, quoi. Ce projet nous a permis d'accéder à, je ne sais pas si on en est à l'adolescence ou au moment où on est préadulte, mais en tout cas, on a trouvé une certaine autonomie pour pouvoir se débrouiller un peu par nous-mêmes, quoi.
au moins sur le groupe initial. Et je pense avec les gens qui arrivent, parce que du coup, ils ont appris, je ne sais comment, mais ils ont fini par apprendre Non, de mais, musique. alors là, c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir de quelle manière finalement, est-ce que la demande maintenant des jeunes qui arrivent, elle est moins forte, parce qu'il y a un système, comme il y a un groupe qui est suffisamment large et suffisamment autonome, qui arrive à diffuser lui-même en direct sans que ça passe par une animation collective. Enfin, c'est ça la question. Il manque aussi la globalité. Je pense que ça fait aussi partie maintenant dans la société d'un changement fondamentaux, quoi. On ne parle plus de ces choses-là comme on en parlait il y a 10 ans. Avant, c'était très caché. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui soignent avec les plantes ou qui ont des médecines alternatives, et ça ne concerne pas que nos animaux. Et ce que je veux dire, c'est est-ce que vous avez, en tant que personne qui a été dans ce groupe initial, et qui, voilà, est-ce que vous avez des demandes directes de nouveaux qui arrivent, sans passer par le syndicat ou par du collectif, et finalement des pratiques qui diffusent, vos pratiques continuent à diffuser, et puis finalement en font... Oui, et pas que au niveau départemental. Oui, j'entends. Parce qu'on a aussi, il y a aussi que le fait que maintenant on peut communiquer autrement. Et du coup, avant on n'avait que des forums. Maintenant il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a je ne sais quoi d'autre. Et du coup, il y a plein de choses qui se créent, quoi. Moi, je voudrais juste, quand tu dis, Sabine, imaginer l'impensable, imaginer l'impensable, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'accompagnateurs, en fait. Et c'est ce qui s'est un peu passé dans le syndicat Caprin. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le groupe autonome peut bien sur quelque chose de quasiment individuel et tout ça. Mais ça veut dire que l'accompagnateur, il faut qu'il se réadapte. Parce que repartir sur l'individuel, c'est quand même un peu la cata. Et moi, je ressens, ça veut dire que le niveau monte. Au moins, peut-être pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Enfin, si tu as imaginé l'impensable, ça veut dire une remise en compte, une remise en charge, une remise en compte de son propre modèle qui est sans cesse en évolution, quoi. En fait, c'est un passage qu'on avait commencé un petit peu à faire quand on s'était rapproché du FIBOL pour dire, ben voilà, on a expérimenté des choses avec un vétérinaire, un pharmacien, et maintenant on voudrait avoir une validité scientifique, et c'est pour ça qu'on avait recherché un organisme scientifique pour dire, ben voilà, comme ça on aura des faits scientifiques qui seront vérifiés, et là-dessus, on pourra faire du conseil derrière, on pourra monter en puissance, parce qu'on aura vraiment démontré ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on était allé voir au FIBOL et qu'on a beaucoup travaillé avec eux et qu'on a essayé de... Mais voilà, après, ça a aussi une fin parce que, après, même si le FIBOL travaille vraiment en lien avec les éleveurs, malgré tout, il y a une distance qui va se créer parce que c'est plus le collectif d'éleveurs qui gère entre eux avec le pharmacien vétérinaire qui échange, avec le FIBOL qui vient mettre en place des essais, on formalise plus les choses et ça correspond un peu moins aux attentes des éleveurs, en fait. Eux, ils veulent des trucs applicables chez eux et sans s'embêter, sans kikiner avec des essais, avec des procédures et des choses. Et c'est pour ça que voilà, on arrive à pas un désintérêt, mais un moins fort intéressement des éleveurs et où même les nouveaux, par contre, ne s'y retrouvent pas trop parce que du coup, on rentre dans des choses assez compliquées et on arrive soit à les perdre, soit ils vont chercher par eux-mêmes ce qui a déjà été fait par le passé. Mais on a vraiment du mal à répondre à nos besoins. Le travail a été bien fait, parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ont beaucoup de demandes. Alors, je pense que ça vient du fait aussi que l'élevage porcin tel qu'il est aujourd'hui construit, c'est un élevage qui est en plein développement. Il est très jeune. Il est jeune, pas parce que les éleveurs sont particulièrement jeunes, parfois ils sont en reconversion professionnelle, parfois c'est des reprises d'exploitation et ils sont jeunes là, dans l'âge. L'élevage porcin était peut-être un outil secondaire sur un outil laitier ou autre, et aujourd'hui il prend une place très forte sur le territoire. Alors moi je le vois tous les jours. Il y a une demande de qualité qui est très forte, vraiment de la naissance à la mort de l'animal. Et je pense que Transat a quand même bien contribué à tout cela, déjà moi, à les regrouper et à les dynamiser, et la dynamique elle est là. C'est très intéressant. Alors c'est un peu la suite de ce qui a eu lieu aussi sur les élevages caprins, enfin petits ruminants, donc ça se passe aujourd'hui pour le porcin. Et je rejoins aussi ce qui a été dit sur l'observation extérieure.
La Drôme, elle est bien identifiée pour l'élevage caprin laitier, mais même pour l'élevage porcin, je peux vous dire que nous aussi, on est sollicité de l'extérieur pour nous demander au niveau, enfin voilà, les avancées, les pratiques, voilà, sur certains, et c'est assez impressionnant. Alors peut-être qu'on en attendrait autant si on travaillait sur du bovin pour la Normandie, nous, de notre côté, en espérant que ça vienne de là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce regard et je pense que ça, voilà, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça fait très bien le lien avec la suite, parce que moi, il y avait un peu cette idée de se dire, quand la question de Transat, c'était sur les freins à levier et le changement de pratique. Et en fait, là, on est en train de tisser le lien entre le changement de pratique et le changement de normes, de culture. Et d'une certaine manière, quand le syndicat caprin produit des choses qui changent, ou même l'élevage porcin change les choses, y compris dans la culture et dans les normes qui se diffusent un peu à l'extérieur et que ça répond à une demande, etc., ça va être un puissant levier, finalement, de changement de pratique, y compris localement. Vous voyez, on peut jouer sur ces différents niveaux, quoi. Moi, c'est un peu ce que...